Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Je vérifie rapidement qu'on est bien en live et que vous nous recevez sur LinkedIn. C'est tout bon. Pour vous rappeler, on a un petit temps de latence entre ce qu'on dit là et le temps que vous nous receviez. Donc, bonjour à tous. Je pense que vous allez vous connecter petit à petit. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Davout. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oui, merci de m'accueillir. Merci à l'équipe de Trade Union et à toi Leïla de m'accueillir sur ce live. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui m'est cher, c'est pourquoi le Python est devenu indispensable en finance. Alors, cette question-là, pourquoi? Déjà, je vais commencer par une petite présentation personnelle, puisque moi, j'ai fait des études à l'université Paris-Dauphine, donc de l'ingénierie financière, pour être précis, et notamment, j'ai une casquette sur la finance de marché, plus précisément sur la gestion des risques, côté gestion d'actifs ou salle des marchés, mais aussi une deuxième casquette de développement informatique, puisque par passion, j'adorais faire des programmes dans mon coin à l'époque, et dans mes différentes expériences professionnelles, le développement informatique est crucial. Et j'ai vu qu'il y a eu un mouvement du VBA dans les années 2015 à aujourd'hui sur le Python, et en fait, le Python est devenu vraiment incontournable en finance. Alors, pour ça, il y a plusieurs raisons, et c'est le but de ce live, donc on va revenir là-dessus. Alors, pour quelques bonnes pratiques pour ce live, ce que je vous propose, c'est de vous renommer avec votre prénom et votre nom, comme ça, si vous voulez laisser un message, je pourrai y répondre. Il y aura une petite session même, justement, qui sera dédiée à ça à la fin. Et si vous souhaitez récupérer les supports de présentation, un lien sera communiqué à la fin aussi pour pouvoir les récupérer. Allez, c'est parti. Super, merci beaucoup Laurent. Alors du coup, on va perdre un peu le chat, mais on vous suit et on récupère. Laurent vous voit aussi directement via LinkedIn. Exactement. Alors, c'est parti. Alors, quels sont les objectifs du jour? En fait, aujourd'hui, on va parler d'une part de la popularité de Python, le comparer avec d'autres langages qui sont aussi usuellement utilisés en finance, les applications qu'on peut en faire, et qu'est-ce que moi j'ai pu croiser dans mon expérience en finance, comment on apprend le Python et comment moi je peux vous aider dans cet apprentissage. Alors, comme je vous le disais, hein, j'ai une expérience sur la partie gestion des risques et développement informatique. Et aujourd'hui, j'ai créé ma propre structure qui me permet en fait d'aider les fintechs, les sociétés de gestion, en tout cas les entreprises financières à petite taille, dans le développement informatique de leurs outils, donc dans des cas d'automatisation et de création d'API REST notamment. Et aussi, j'ai une casquette formateur, donc je donne des cours dans les écoles, mais aussi directement à une cible professionnelle. Alors, vous, dans le chat, pour commencer, est-ce que vous avez déjà utilisé le Python? C'est une question qui est importante pour moi, puisque ça me permettra aussi de discuter de certains sujets. Et si oui, quels sont vos usages actuels? Laurent, n'hésite pas à avancer le temps qu'il y ait des réponses, vu qu'on a un petit temps de latence. Merci. Ça marche. Allez. Alors, la première question, c'est la popularité de Python. Alors, sur ce point-là, il faut reprendre les fondements de Python. Il faut savoir que le créateur de Python, c'est Guido van Rossum. Désolé j'ai sans doute écorché son nom. Mais en fait, cette personne, quand il a créé Python, il s'était dit, je vais créer un langage simple. Donc, c'est dans les années 90. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les langages à la mode, c'était le C, etc. Donc, c'était complexe. Et il a voulu créer un langage simple. Il n'a pas mieux choisi qu'entre Noël et le jour de l'an pour créer ce langage. On fait d'autres choses en général, mais il a voulu créer le Python. Et vraiment, le principe de base, c'est quelque chose de clair et concis. C'est-à-dire créer des programmes très facilement. Et ça fait partie des avantages du Python, c'est que, en fait, on peut écrire des programmes vraiment en quelques lignes. C'est facile à implémenter, c'est facile à apprendre, c'est intuitif à lire. On n'a pas des accolades dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a une très bonne communauté sur le Python et du coup, ça apporte beaucoup de librairies et de potentialités énormes.
hein, sur l'IA, sur la création de web apps, etc. Et en fait, aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est le successeur du VBA. Il y a 10 ans, le VBA, c'était la programmation par défaut. Et en fait, aujourd'hui, on voit que dans toutes les banques, hein, on se souvient de Monsieur Oudéa, le PDG de Société Générale, qui avait dit j'apprends le Python parce que c'est le nouveau langage de programmation qu'il faut utiliser. Et chez Société Générale, en l'occurrence, j'avais vu la transition où on nous demandait d'arrêter le VBA pour vraiment créer du Python, avec même un cloud vraiment dédié à la salle des marchés pour avoir nos algorithmes directement en ligne. Donc aujourd'hui, avoir le Python en finance, notamment en finance de marché, c'est vraiment un incontournable. Alors, bien entendu, Python, il a quand même quelques désavantages. Là où le VBA, il nous suffisait d'avoir Excel pour pouvoir utiliser du VBA, Python, il faut quand même une installation. Donc il faut installer ça sur sa machine. L'installation n'est pas très complexe, mais ça reste un prérequis, donc il faut les droits administrateurs, etc. On peut rencontrer des difficultés au déploiement. Alors sur cette partie-là, c'est toujours un peu embêtant, puisqu'on va partager un code et en fait, comme on ne va pas avoir les mêmes versions de Python ni les mêmes librairies, potentiellement un camarade ou un collègue ne va pas réussir à lancer le code. Donc il faut être assez rigoureux là-dessus. Il y a des techniques, notamment avec des techniques de virtualisation d'environnement. Donc il y a un petit coup, on va dire, au déploiement du Python. Voilà. Un autre inconvénient sur le Python, ça va être le côté langage interprété. Dans certains cas, le Python peut être assez lent à l'exécution et au lancement, ce qu'on retrouve beaucoup moins sur des langages compliqués comme C# ou Java. Mais bon, aujourd'hui, avec les bibliothèques qui sont de plus en plus puissantes et qui, elles, utilisent du C++ compilé en général, en fait, on arrive vraiment sur de la bonne vitesse. Seules des routines qui vont utiliser le pur Python peuvent avoir quelques ralentissements. Donc, la fondation de la popularité du Python, c'est vraiment ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, l'avantage majeur, c'est vraiment la concision de la syntaxe et la clarté de la syntaxe. Vraiment, en un coup d'œil, on comprend ce que fait le programme Python. Alors, pour parler de la popularité, j'aime bien regarder un indice qui s'appelle l'indice TIOB. En fait, c'est une entreprise indépendante qui va essayer de créer un indice sur les différents langages de programmation. Alors, leur indice, il est légèrement biaisé puisqu'en fait, il repose que sur des résultats de moteurs de recherche. Donc, c'est pas un indice d'utilisation comme on pourrait l'entendre, hein, c'est pas une utilisation active, mais en gros, on peut faire une sorte de proxy pour dire si en fait le langage est très présent sur Internet, que ça soit sur Google, Yahoo, Bing, YouTube, etc., c'est que derrière le langage, il est populaire. En tout cas, c'est leur pari. Et ils proposent un ratio notamment qu'ils appellent le ratings, qui est en pourcentage. Et en fait, c'est la part de documentation, la part de recherche qu'on peut retrouver en ligne concernant le Python. Et en gros, on voit que le Python, il a une part de marché, entre guillemets, de 23%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour un langage de programmation, puisque le deuxième, c'est le C++, pour 11,37%. Et après, on retrouve des mastodontes comme Java, C et C# qui vont avoir entre 4 et 10%. Le VBA n'est pas dans cette liste-là, mais on pourrait l'associer au Visual Basic, qui est la dernière ligne de ce classement, en tout cas sur ce que j'affiche, qui est de 2%. Donc on voit vraiment sur cet indice-là que le Python, en fait, il est quand même assez populaire, en tout cas en termes de part de recherche sur Internet. Et ce qu'on voit, c'est que cette tendance s'accentue. C'est que le Python, pendant longtemps, il était resté très bas. C'est ce qu'on voit jusqu'à 2018. Il est resté en dessous de 5%. Il n'était pas encore très populaire. Et en fait, on a une ascension depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui qui est vraiment croissante. Je ne vais pas dire exponentielle parce que c'est une part, donc il y a toujours un cap à tout ça. Mais on voit que l'adoption du Python est de plus en plus forte. Et en fait, c'est ce qui lui a permis d'être le langage de l'année de l'indice TIOB, notamment en 2020-2021. Aujourd'hui, il n'est plus le langage de l'année, puisque ça signifie de faire des gros sauts, et quand on est un langage majeur, on ne peut plus faire des gros sauts, on ne peut pas passer de 25% à 50% d'un coup, mais le Python reste le langage numéro 1 de cet indice. Alors,
Sur le deuxième point, alors la comparaison avec les autres langages, alors ça me permet, de mon côté de voir vos réponses. Donc je vois que, pour certains, vous n'utilisez pas du tout Python. J'espère que pour certains, ce sera l'occasion, de vous lancer dans cet apprentissage-là. Pour d'autres, je vois que vous connaissez et que vous avez, déjà des bases, donc bravo. Alors pourquoi le Python en finance, peut être mieux qu'un VBA ou un C#? En tout cas, on va comparer, les différents points. On va retrouver le VBA chez les opérationnels, qui est de plus en plus remplacé par le Python. Et côté IT, en général, on va utiliser soit du C#, soit du Java. Mon inexpérience en Java ne me permet pas de parler du Java, donc je ne vais pas en parler. Donc je vais rester sur du C# qui est une de mes connaissances en termes de développement. Alors le Python, c'est un langage interprété, contrairement au C# qui est compilé et orienté objet. Mais le Python va quand même apporter beaucoup de possibilités, notamment, vous voulez faire de l'automatisation de reporting, et cetera. Le Python est totalement adapté. Vous pouvez faire du développement web comme du C#. Vous pouvez faire de la data science, de l'IA. Il y a des modèles, d'IA avec TensorFlow ou Keras qui vous permettent de calibrer vos propres modèles. Donc ça, c'est assez génial. Alors que le VBA, lui va souffrir de quelque chose, c'est qu'il va être limité au Microsoft Office. Donc si vous voulez faire autre chose que du Excel, du Outlook ou du PowerPoint, en fait, VBA, vous n'allez pas pouvoir le faire et vous allez devoir coder d'autres langages à côté. Donc le Python, on voit qu'il a un usage assez multiple. En termes d'apprentissage, il est très simple. Vraiment, en quelques heures de formation, vous apprenez les rudiments de Python et les bibliothèques les plus utilisées. On en reviendra juste après. Derrière, il y a beaucoup de librairies qui sont en Python. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépôt PyPy. PyPy permet en fait justement, vous avez un besoin, vous voulez faire un pricing d'un produit dérivé, hop, il y a une librairie qui s'appelle Quantlib qui va vous permettre de faire du pricing. Vous voulez faire des tableaux de bord, il va y avoir Streamlit. Voilà, je vais vous parler de quelques librairies juste après, mais entre guillemets, il y a une forte communauté, il y a beaucoup de librairies. Si vous voulez chercher de la documentation, il y a vraiment beaucoup de documentation en ligne, y compris sur ChatGPT, où les réponses sur Python sont assez satisfaisantes. Je note bien assez quand même. Voilà, en termes de comparaison, voilà, ce que je peux vous proposer en 2-3 minutes, c'est de faire un petit tableau de bord en Python pour vous montrer vraiment l'aspect concis et simple du programme. Donc pour faire ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un package qui s'appelle Streamlit. Et puis je vais utiliser un package qui s'appelle Yahoo Finance, qui est un outil qui me permet de récupérer de la donnée financière. Alors là, je vais télécharger des données, tac, et via Yahoo Finance, je vais me permettre de récupérer, par exemple, le cours historique de Apple depuis 2016. Et je vais lui demander de tracer ça, hop, directement sur notre tableau de bord. Donc là, en fait, on va créer un tableau de bord qui nous permet en fait de tracer le cours de Apple, en l'occurrence. Donc là, ici, voilà. Voilà, donc là, en gros, je vais avoir un tableau de bord qui va me demander un ticker. Et hop, et ça va me tracer le graphique. Donc là, si je teste ce code, hop. Voilà, donc là, ça me sort une nouvelle fenêtre. Voilà, donc là, ici, j'ai créé un petit tableau de bord en 3-4 lignes. Donc là, ici, j'ai Apple. Voilà, si je veux voir Microsoft, par exemple, c'est le code MSFT. Voilà, j'ai le code de Microsoft qui apparaît. NVIDIA. Tac. Voilà. Donc, en quelques lignes, on est capable de faire des tableaux de bord en Python. Et ça, je trouve ça très génial sur ce langage-là. Là, vous voyez, hop, l'importation de bibliothèques et des petites commandes pour télécharger et afficher des choses sur le tableau de bord. Alors, bien entendu, à l'issue de ce webinaire, vous pourrez récupérer le code si vous le souhaitez.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en Python? Alors là, je vais plutôt vous parler de différentes missions que j'ai pu avoir. Alors moi, j'ai fait beaucoup plus de missions en rapport avec la finance, en l'occurrence. On va dire que la première catégorie, sur laquelle je suis beaucoup intervenu, c'est l'automatisation de rapports Excel ou web. En fait, l'idée, c'est que souvent, on a plein de données. Ces données peuvent être dans des fichiers Excel, CSV, etc. Souvent, ça va être des traders qui vont nous envoyer ces données-là ou des asset managers. On va les stocker dans un dossier et en fait, le programme Python va consommer toutes ces données qu'on a un petit peu en vrac, harmoniser les résultats, agréger et derrière, directement nous faire un rapport Excel. Donc, soit un fichier avec des graphiques, soit directement, comme là, je vous ai montré, un tableau de bord où en fait, toutes les données sont mutualisées, on fait nos filtres et hop, on a nos résultats. Donc ça, c'était le premier cas. Donc c'était l'automatisation de rapports, ce qui est quelque chose d'assez commun en finance. Le deuxième cas sur lequel je suis beaucoup intervenu, c'est sur le fait d'agréger des données pour les renvoyer dans une autre base de données. On peut avoir des pricers. Donc un pricer, c'est un outil qui permet de valoriser le prix d'un produit financier ou un outil similaire. Donc on peut appeler cet outil-là d'une part, parce qu'on a un portefeuille, tac, ça tourne, et notre programme Python va envoyer ça dans un outil, par exemple comptable, pour impacter le PNL et ainsi de suite. Donc en fait, là, l'idée dans ce cadre-là de Python, c'est plutôt d'automatiser en fait et de fiabiliser les différents process pour que, en fait, en un programme, on puisse vraiment faire la communication entre les différentes applications. Et ça, c'est quelque chose qui est génial et c'est l'usage, on va dire, je dirais pour moi numéro 2 en finance sur la partie Python. Alors, sur les librairies que je vous recommande de suivre en Python, voici une liste que je trouve assez intéressante. Pour moi, la première, c'est l'incontournable, c'est la manipulation de table. Une manipulation de table, c'est comme si vous aviez juste un fichier Excel avec une seule feuille, et avec ça, vous faites des pivot tables, donc des tableaux croisés dynamiques, vous faites des retraitements, vous rajoutez des colonnes, vous supprimez des lignes, etc. Pandas vous permet de faire ça qu'avec des commandes. Je ne vais pas dire que c'est aussi simple que le SQL, mais quasiment. Donc, pour moi, Pandas, c'est un argument majeur à Python. C'est le seul langage qui a innové sur cette partie-là il y a quelques années, et aujourd'hui, on le copie. Mais Pandas, pour moi, c'est vraiment un des atouts majeurs de Python, puisqu'on l'utilise au quotidien, en tout cas en finance. Alors derrière, on peut retrouver des librairies pour la manipulation de vecteurs, de matrices, des outils mathématiques, etc. Je ne vais pas forcément faire la liste, je vais juste parler de Streamlit, le dernier de cette liste-là, puisque je vous ai fait une démonstration juste avant d'un tableau de bord. Streamlit, c'est ce qui vous permet de faire des petits blocs à droite à gauche pour créer des tableaux de bord. Et ça, vous pouvez créer des tableaux de bord en 30 minutes top chrono. J'ai plusieurs étudiants et apprenants à qui je forme sur cet outil-là, et très vite, ils arrivent à des résultats géniaux. Alors, la question actuelle qu'on peut se poser, c'est OK, si je ne connais pas Python et que je souhaite me former dessus, comment je peux faire? Je pense que la première question à se poser, c'est quels sont vos objectifs? Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs objectifs dans le Python. Est-ce que je veux faire de la data science? Est-ce que je veux faire de l'IA? Est-ce que je veux faire de l'automatisation? Est-ce que mon but, c'est d'automatiser des rapports financiers? Est-ce que c'est de faire de l'interconnexion aux différentes API, etc., etc. En fait, déterminer ces objectifs vous permettra de trouver la bonne voie et la bonne façon d'apprendre le Python. Il y a plein de formations Python qui existent aujourd'hui. Il faut être sur la formation qui vous est le plus proche de vos objectifs. Voilà. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une structure de cours, enfin d'aboutir à une structure de cours, ou en tout cas de trouver un partenaire qui sera en ligne en fait avec vos objectifs. Et du coup, une première phase d'apprentissage, à ce moment-là, ce sera la théorie. Donc, qu'est-ce que l'algorithmie, si vous ne savez pas encore ce que c'est, comment on déclare des variables, comment on prend des tables, comment on les remanipule, etc., etc. C'est une petite partie qui va être théorique, mais très vite, il faut l'appliquer à des exercices et des projets. Donc, c'est l'étape 3 qui est très importante, puisque en fait,
dans un langage de programmation, je dirais que le nerf de la guerre, c'est de pratiquer, puisque c'est en pratiquant qu'on prend de plus en plus confiance sur le langage de programmation et qu'on a envie d'aller encore plus loin. Plus on pratique, plus on a envie d'aller plus loin et plus on va être curieux, etc. C'est un effet boule de neige. Le début est toujours un peu compliqué, mais à partir du moment où on fait plein d'exos, on a envie de toujours en faire plus. Donc voilà, pour moi, voilà, les étapes pour apprendre le Python, c'est vraiment déterminer ses objectifs pour trouver une formation qui répond en fait à ces objectifs, notamment sur la partie théorique. Et derrière, avoir des projets, des exercices, un accompagnement là-dessus pour justement prendre confiance et pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Puisque c'est le but au final, si on apprend un langage informatique, c'est de pouvoir l'utiliser dans son quotidien pour ces différents process. Alors, qu'est-ce que moi je peux vous proposer sur ce genre de solution? J'ai une casquette finance, donc mes formations sont plutôt orientées sur la partie finance et je vous propose aujourd'hui, moi, des formations sur mesure, en face à face ou en petits groupes, rapides en fonction de vos prérequis. Ça peut aller de 10 heures à 30 heures. En fonction, si vous connaissez déjà le langage de programmation, il y a les phases, on va dire, d'introduction qui vont être beaucoup plus rapides, puisque ça va plutôt être de l'apprentissage du langage et des particularités du langage. Mais aussi, suite aux différentes formations que j'ai pu donner sur ma première année d'activité, on m'a demandé assez rapidement d'avoir la possibilité de pratiquer pour prendre cette confiance, pour vraiment pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible dans son quotidien. Et pour cela, j'ai créé ce que j'appelle le dojo, donc comme un terrain, comme un terrain pour les arts martiaux. Là, c'est le terrain pour pratiquer le Python, donc une plateforme où vous pouvez directement avoir des exercices et avoir une correction en direct depuis votre navigateur. Et pour cela, on a une offre partenaire. Est-ce que Leïla, tu veux en discuter? Avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Donc, Laurent nous a mis en place une offre partenaire. Vous avez moins 10% sur les formations qu'il vient de citer et moins 20% sur la plateforme Dojo. Je vous ai mis le lien. Donc, quand vous ouvrez le Airtable, vous allez retrouver en fait tous nos partenaires. Et la première carte, c'est celle de Fit Formation. Et normalement, si je dis pas de bêtises, Laurent, tu nous as activé l'offre directement si on passe par le lien. Oui, dès que vous cliquez sur le lien, en fait, la réduction s'applique directement. Donc, voilà, vous verrez directement tous les chiffres barrés avec la réduction spéciale Trait d'Union. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Laurent? Non, 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 ça. Alors, petit dernier point, c'est si vous voulez recevoir les supports et le code, il y a un lien qui s'affiche, voilà, en haut à droite. Donc voilà. Non, mais sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, voilà, je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a eu des réactions. N'hésitez pas, je sais qu'on a encore à peu près 20 secondes de latence à chaque fois. Si vous voulez réagir, si vous avez des questions à nous poser, on les voit là sur la droite pour nous. Mais en tout cas, merci beaucoup, Laurent. C'était assez intéressant. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui se rapproche de mon métier, mais je trouvais que c'était assez digeste et ça a l'air assez puissant, Python. Oui, en effet, on peut faire beaucoup de choses. C'est assez impressionnant, en fait, l'évolution du langage. Il était on va dire, très brut au tout début. On ne pouvait faire que des boucles, etc. C'était le langage informatique d'il y a 15-20 ans. Et aujourd'hui, en fait, on a plein de packages qui nous permettent de rajouter des briques, de faire plein de choses. J'en ai pas parlé, mais on peut même créer des petits jeux vidéo, par exemple. Voilà. Un peu de fun aussi. Exactement, un peu de fun. On peut se connecter à des agents IA pour automatiser, je sais pas, une analyse, etc. Enfin, aujourd'hui, la puissance de Python, elle est vraiment là, quoi. Merci beaucoup. Je vois pas de questions qui arrivent, mais je peux annoncer dès maintenant que tu feras partie du Freelance Day le 27 juin. En effet. Très heureuse. Donc, le Freelance Day, c'est notre émission live sur LinkedIn. C'est toute une journée de live autour du freelancing. Et pour cette deuxième édition, on vous a préparé vraiment de belles choses et vous retrouverez Laurent sur le premier talk pour un talk autour du freelancing et en fait avoir tous tes conseils aussi dans le cadre des missions chez les grands comptes. Ça marche. Je serai présent. Voilà. Trop cool. Merci Merci beaucoup pour beaucoup encore. l'invitation. Merci et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop.
J'enlève notre petit truc.